Les Lannister payent toujours leurs dettes. Voilà l'un des dictons les plus populaires de tout Westeros. Et ce n'est pas pour rien. Les Lannister font partie des familles les plus anciennes du continent, puisque les Maestres peuvent retrouver des traces de leur présence dans les terres de l'Ouest depuis l'âge de l'Aube. La légende nous raconte ainsi l'histoire du premier seigneur castral du Roc, qui était à l'origine un simple chasseur de la ville de Port-Lanis, un dénommé Corlos, fils de Castor. Un jour, un lion s'en serait pris à un troupeau de moutons. L'occasion pour l'homme de traquer la créature jusque dans sa grotte, où il peut l'achever d'un coup de lance ainsi que sa compagne, en épargnant tout de même leur petit. Une clémence qui vraisemblablement fit plaisir aux dieux, puisque Corlos tomba ensuite sur une invraisemblable veine d'or dans la grotte, de la taille d'un homme. La légende voudrait que pour protéger son trésor, Corlos se serait enfermé dans la grotte et lui ainsi que ses descendants auraient creusé toujours plus profondément, taillant dans la roche de véritables pièces et couloirs, transformant ce que tout le monde appelait le roc en une véritable forteresse. Dès lors, il nous paraît évident de considérer les seigneurs castrales comme les plus puissants, ou tout du moins les plus riches seigneurs de toutes les terres de l'Ouest. C'est des siècles plus tard, durant l'âge des héros, qu'un surnommé Lann le Futé serait apparu. Nous ignorons quelles sont véritablement ses origines, mais quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que celui-ci a délogé les castrales de leur caverne et a pu s'en emparer. De nombreuses rumeurs et légendes osent tenter d'imaginer la manière employée par cet homme pour réaliser un tel coup, mais la chose la plus crédible serait que Lann aurait été un vassal du seigneur du Roc qui aurait mis enceinte l'une de ses filles et qu'en l'absence d'un fils légitime, le Roc serait retombé entre les mains de la jeune fille et par la force des choses à se surnommer Futé. Ainsi débute l'ère des Lannister de Castral Rock. Après cela, on raconte que les premiers Lannister auraient été particulièrement féconds au point que leur forteresse n'aurait plus été assez grande pour tous les accueillir. Certains seraient alors partis s'installer dans une bourgade voisine dotée d'un port, qui serait ensuite devenue une véritable cité, Port-Lanis. À l'arrivée des Andals, la cité portuaire était la deuxième ville la plus peuplée après Villevieille dans le Bif. La cité était riche, extrêmement riche, notamment grâce à l'or qui était sans cesse extrait de ses mines, mais également grâce aux négoces, désormais permis par le port de leur grande cité. Les mines de Castral Rock étaient si réputées pour leurs veines sans aucune limite, que même dans la lointaine Asshai, on se demandait si les seigneurs lions vivaient bel et bien dans un palais en or massif, sur une terre où les paysans pouvaient ramasser de l'or rien qu'en labourant leurs champs. Il va de soi qu'une telle richesse attise les convoitises. Les Lannister optent donc pour renforcer leur domaine grâce à de grandes murailles, afin de se prémunir contre les nombreux raids lancés notamment par les Fernés des îles de Fer voisines. D'après nos chroniques, le premier Lannister à avoir officiellement porté le titre de roi est un dénommé Loreon Lannister, qui fit des règnes de Castamir ses vassaux suite à un mariage avec l'une de leurs filles. Lors de l'invasion de leurs terres par les Andals, la population du Roc ne souffre que peu des envahisseurs grâce à la protection naturelle fournie par les nombreuses montagnes qui les entourent. Mais lorsqu'un seigneur ennemi tente une traversée, celui-ci connaît une fin sanglante des mains du roi Tybolt Lannister. Les tentatives suivantes connaissent le même résultat, mais sentant que la pression autour d'eux augmente, les seigneurs Lannister font le choix de privilégier l'assimilation par le mariage plutôt que de perdre tous leurs acquis dans le sang. Ainsi, ils concluent de nombreux mariages avec les Andals, si bien qu'au fil du temps, les Lannister eux-mêmes deviennent plus des Andals que des premiers hommes. Mais quoi qu'il en soit, leur survie est assurée et leur territoire poursuit son expansion. Serion Lannister étend son pouvoir jusqu'au lieu-dit de la Dent d'Or, tandis que l'un de ses successeurs incorpore Belle-Île à leur royaume. Ce n'est qu'ensuite qu'un conflit de grande envergure est déclenché par le roi Lancel Lannister, premier du nom et surnommé comme beaucoup de ses pairs le Lion, lorsque ce dernier entre en guerre contre la maison Jardinier de Haut-Jardin et remporte une brillante victoire qui lui permet d'étendre son territoire jusque dans le Bif, avant de mourir au combat et que son fils ne perde l'ensemble des territoires que son père était parvenu à remporter. Un autre seigneur, Gerold Lannister, mènera une expédition punitive dans les îles de Fer,
de laquelle il ramènera pas moins de 100 otages, précisant qu'à chaque raid qui toucherait ces villes, il ferait pendre l'un d'entre eux. On dit alors qu'une vingtaine de bougres seraient alors morts par pendaison. Ce n'est qu'un seul des nombreux exemples au cours de l'histoire où les Lannister se sont retrouvés confrontés aux Fernés. Le roi Lancel, quatrième du nom, aurait même décapité le souverain Ferné ainsi que son fils d'un seul coup de rugissante, son épée en acier valyrien. Une épée qui serait tombée en leur possession après l'avoir achetée à prix d'or, c'est le cas de le dire, puisque certains estiment que ce montant aurait tout de même permis de lever une armée tout entière. Malheureusement, celle-ci disparaît moins d'un siècle plus tard, lorsque le seigneur Tommen II tente de se rendre dans les ruines de l'ancienne Valyria dans l'espoir d'y récupérer richesse et gloire. Malheureusement, lui et sa flotte disparaissent sans jamais laisser de traces. Au fil des ans, le Roc connaît tout un tas de seigneurs, certains remarquables de par leur courage, leur bravoure ou bien leur sagesse, d'autres marquant l'histoire à cause de leur faiblesse ou de leur sottise, comme les seigneurs Loréon IV dit le Niais, et plus tard son petit-fils, Loréon V, dont on dit de lui qu'il aimait s'habiller en femme et traîner sur le port de la cité en se faisant passer pour une prostituée. Après eux, peu nombreux sont les Lannister à porter ce nom. Mais quoi qu'il en soit, le royaume du Roc finit tout de même par s'étendre jusqu'aux frontières qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais un nouveau péril se présente à la Maison du Lion lorsqu'Aegon Targaryen ainsi que ses deux sœurs débarquent sur Westeros avec comme ambition de s'emparer de toutes les terres qui forment le continent. La menace des seigneurs dragons est telle que le roi Lorraine en vient même à s'allier avec le seigneur jardinier Merne IV, roi du Bif, pour mener un host de près de 50 000 soldats contre les envahisseurs. Mais face aux trois dragons, aucune armée n'était en mesure de riposter. Dès lors, il devient vite évident que la reddition reste la seule solution pour éviter la disparition pure et simple de sa maison. C'est le choix qui est fait par le roi Lannister, tandis que son allié ainsi que ses héritiers sont annihilés par le feu des dragons. Dès lors, le rang des Lannister est relégué au second plan, mais leur fierté leur interdisait d'aller quémander une quelconque place auprès du trône de fer. Néanmoins, lorsqu'une première querelle de succession se présente, le lord Lyman Lannister accepte de recueillir sous son toit le prince Aegon et la princesse Rhaena pour les protéger du roi Maegor le Cruel. N'intervenant finalement qu'après la mort du prince, en prenant le parti de son petit frère, Jaehaerys, lorsque ce dernier en vient à réclamer le trône de fer. Ce soutien renforce ainsi les liens entre les Lannister et la couronne, mais malgré leurs efforts, les lords du Roc restent derrière d'autres maisons plus prestigieuses telles que les Velaryon, les Arryn, les Hightower, les Tully ou bien encore les Baratheon. Lorsque la danse des dragons éclate, les Lannister prennent le parti des Verts et du roi Aegon II, qui nomme par ailleurs Sir Tyland Lannister comme maître des navires avant de le nommer Grand Argentier. Un soutien qui leur coûte cher dans un premier temps, puisqu'ils doivent subir les assauts des pillards Fernés sur leurs côtes, tandis que Tyland est lui-même emprisonné puis torturé par les soutiens de la reine Rhaenyra lorsque celle-ci parvient à reconquérir la capitale. Lorsque cette grande crise prend fin, Sir Tyland est retrouvé, aveuglé, mutilé et même castré, mais il est quand même libéré et gracié et peut de nouveau servir comme grand argentier avant d'être nommé main du roi du souverain Aegon III, qu'il sert fidèlement pendant près de 2 années avant de succomber à la fièvre de l'hiver de l'an 133 après la conquête. Dans le siècle qui suit, les Lannister figurent parmi les maisons les plus fidèles aux Targaryens, notamment lors des terribles rébellions Feu Noir qui sont déclenchées régulièrement, mais qui se soldent toutes par de cuisants échecs. Mais c'est alors au cours de la décennie de l'an 230 que les Lannister s'apprêtent à vivre l'une des heures les plus marquantes de toute leur histoire. À cette époque, le lord Geralt de Lannister doit faire face à l'ambitieuse Lady Aelin de la maison Rhayn, qui cherche à tout prix à épouser l'un de ses 3 fils. Elle est d'abord promise au premier d'entre eux, mais lorsque celui-ci trépasse prématurément, elle remue ciel et terre pour épouser le second. Chose qui est permise suite à la fatigue du lord Lannister alors en deuil, ce qui permet à la jeune noble de prendre ses aises et d'inviter tout un tas de reines dans la forteresse du Roc. Finalement, le trépas accidentel de son second fils pousse Lord Geralt à réagir. Il organise donc un nouveau mariage à Lady Rhayn pour l'éloigner au maximum de la capitale en l'envoyant épouser le Lord Tarbeck,
avant de prendre sous son aile son troisième et dernier fils, Tytos Lannister. Malheureusement, Lord Geralt décède en l'an 244, laissant sa place à son héritier qui, disons-le, n'avait rien d'un grand seigneur. Il était lent à la colère et prompt au pardon. Dans les premières heures de son règne, on dit que son peuple riait beaucoup avec lui, mais il ne faut que peu de temps avant qu'il ne commence à rire de lui. Sa faiblesse désormais affichée à la vue de tous permet aux seigneurs les plus ambitieux d'avoir l'occasion de gagner de nouvelles richesses ainsi que de nouvelles terres. Certains osèrent même emprunter des sommes colossales d'argent à leurs suzerains sans jamais prendre la peine de rembourser leurs dettes. Rapidement, une expression commence à se faire une place chez les sujets du gouverneur de l'Ouest. Tirer la queue du lion, en référence au fait que de nombreuses personnes n'hésitent même plus à railler le seigneur sous son propre nez. Le jeu était donc de savoir qui aurait été capable d'aller le plus loin. En l'an 254, la maison Lannister avait tellement perdu de son prestige que Tytos en vient même à accepter une offre de mariage en provenance de la maison Frey pour sa fille de 7 ans, une proposition accueillie avec colère par le jeune Tywin Lannister, le fils aîné de Tytos, qui de par son caractère semblait déjà faire comprendre à ses pairs qu'il était d'une trempe tout à fait différente de celle de son paternel. Malheureusement pour le Roc, Tytos décide d'envoyer son fils à la capitale pour servir comme échanson à la cour du roi Aegon V, et la décadence de la maison du Lion Doré avait permis à celle du Lion Rouge, les Reines, de voir son prestige croître comme jamais auparavant. On dit même que le seigneur Roger Reyne était l'épée la plus redoutée de toutes les terres de l'Ouest. Mais ils n'étaient pas les seuls. Leurs alliés de la maison Tarbeck avaient également veillé à accroître leur puissance grâce notamment à l'influence de Lady Aelin, qui avait fait renforcer leur forteresse grâce aux sommes empruntées à Tytos Lannister. Plus tard, en l'an 255, Tytos voit naître son quatrième fils, Gerion. Malheureusement, son épouse meurt en couche, ce qui le plonge dans un profond désespoir, qui finit même par inquiéter le trône de fer, obligeant le souverain Aegon V à envoyer des troupes à 3 reprises pour rétablir l'ordre dans les terres de l'Ouest. Et la situation n'allait pas s'arranger après la mort du roi Targaryen lors de la tragédie de l'Estival, car son successeur Jaehaerys était loin d'avoir le fort caractère de son prédécesseur. Et pire encore, toute son attention était portée sur le conflit des rois à 9 sous et du dernier des prétendants Feu Noir qui espérait s'emparer du trône des 7 couronnes. Néanmoins, un host de 10 000 hommes est monté dans les terres de l'Ouest pour venir en aide à leurs alliés, mais Tytos n'en faisait point partie, préférant laisser sa place à son frère Jason, qui meurt quelque temps plus tard, laissant sa place de commandant à Roger Reyne, dit le Lion Rouge, qui conduit ses troupes avec vaillance et courage, remportant de nombreuses victoires mémorables. Les 3 fils aînés de Lord Tytos avaient également fait partie du voyage, participant au conflit dans lequel ils avaient tous pu s'illustrer et où Tywin s'était même vu accorder l'honneur d'adouber le prince héritier Aerys, tandis que ses 2 frères en avaient également profité pour gagner leur premier galon. Mais pendant ce temps-là, dans l'Ouest, Tytos s'était mis à partager sa couche avec une femme de basse extraction qui avait attiré son attention. Cependant, la fin de la guerre allait entraîner le retour des jeunes Lannister dans leur fief, et avec l'expérience du combat et de la politique en leur possession, Tywin et ses frères comptaient bien redorer le blason de leur maison, au grand désarroi de leur père qui ne comprenait pas leurs agissements. Tywin s'impose alors comme le nouveau lord de Castral Rock et commence par exiger le remboursement de toutes les dettes qui avaient été contractées auprès de son père, et tous ceux qui n'étaient pas en mesure de payer étaient vivement encouragés à envoyer des otages à Castral Rock. Lord Kevan, quant à lui, monte une troupe de 500 hommes d'armes d'expérience pour mettre un terme aux agissements des brigands et des hors-la-loi sur leur territoire. En voyant le caractère du jeune homme, certaines familles se seraient empressées d'accéder à ses requêtes, mais d'autres, tels que le Lord Reyne, rirent de bon cœur et refusèrent de rembourser leurs nombreuses dettes. Le seigneur Tarbeck, quant à lui, a même l'audace de se rendre à Castral Rock pour protester directement devant le seigneur Tytos. Mais une fois sur place, il a la surprise de se retrouver face à son fils, qui s'empresse de le jeter dans son cachot. Un acte qui, comme l'espérait Tywin, allait certainement faire plier le reste de la maison Tarbeck, mais mal lui en prit, car Lady Aelin fait capturer 3 Lannister en guise de réponse, ce qui provoque le retour aux affaires de Lord Tytos qui réprimande sévèrement son fils
et ordonne la libération du Lord Tarbeck avant de s'excuser devant lui et mieux encore de lui effacer toutes ses dettes, puis d'organiser un échange de prisonniers dans le fief des Rains à Castamir où Tywin refuse de se présenter tandis que le Lion Rouge offre de grandes festivités à ses invités et où tout le monde se jure une fidélité pour l'éternité. Une éternité qui ne durerait pas longtemps, étant donné que Tywin était bien décidé à faire payer les vassaux qui s'étaient ouvertement moqués de sa maison. Ainsi, à la fin de l'an 261, Tywin envoie des corbeaux au siège des maisons Tarbeck et Castamir, leur ordonnant d'envoyer les lords Roger et Rhaena Rhaine, ainsi que Lord et Lady Tarbeck à Castral Rock, pour qu'ils puissent y répondre de leurs crimes. Chose qu'ils refusèrent de faire, comme Tywin s'y attendait. Celui-ci fait donc convoquer ses bannerets, sans avoir l'accord de son père, mais il était désormais clair que Tytos n'était plus à la tête de la maison du Lion. C'est donc un host de 500 chevaliers et de 3000 hommes d'armes qui s'élance à la rencontre des rebelles. Les Tarbeck sont les premiers à subir leur courroux, sans compter qu'ils n'avaient pas eu le temps de convoquer leur propre soutien, et dès lors c'est un combat parfaitement inégal qui prend place, au cours duquel les forces rebelles sont balayées et que tous les hommes affiliés à la maison Tarbeck, que ce soit des pères, des fils, des oncles ou des neveux, sont décapités, puis leurs têtes fichées sur des piques qui précéderaient l'host des Lannister, alors qu'ils allaient prendre la direction du fief de leurs ennemis, où les Rhaine comptaient essentiellement sur ces murailles pour se protéger de ses assaillants. Malheureusement, c'était sans compter sur l'énergie déployée par les manteaux rouges pour construire des engins de siège qui font tomber la forteresse en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Le donjon s'écroule, emportant avec lui Lady Tarbeck ainsi que son fils. Le reste de la forteresse est quant à elle livré aux flammes jusqu'à ce qu'il n'en reste que des cendres. C'est à ce moment précis que le Lord Rhaine se présente avec son propre host de 2000 hommes d'armes, arrivant trop tard pour sauver sa sœur, mais en étant encore en mesure de la venger. Il lance alors un assaut surprise alors que ses forces sont entre 3 et 5 fois inférieures en nombre, et malgré une première charge fructueuse, la réalité des chiffres finit par faire son effet, et Roger Rhaine n'a pas d'autre choix que d'ordonner à ses hommes de battre en retraite, laissant quand même la moitié de ses troupes en arrière pour couvrir sa fuite jusque dans sa forteresse, où il arrive blessé. Les troupes Lannister ne se présentent à ses portes que 3 jours plus tard. L'œil le plus innocent n'aurait vu en leur château que la demeure d'une modeste famille, mais les plus experts étaient au courant que les 9/10 de la forteresse des Rhaine étaient composés de souterrains dans lesquels se serait sans doute replié le reste des membres de leur famille. N'étant pas en état de commander, c'est le frère du Lion Rouge qui prend les rênes et bien conscient qu'il ne disposait pas de suffisamment d'hommes pour rivaliser, il abandonne le château de la surface à ses ennemis et se réfugie dans les souterrains avant de faire parvenir ses conditions de reddition au seigneur Lannister. Des conditions auxquelles celui-ci n'allait prêter aucune attention, ordonnant plutôt de faire murer l'ensemble des entrées et des sorties de la mine, afin que quiconque ne puisse plus entrer ni sortir de celle-ci. Cela fait, il fait détourner un cours d'eau afin que celui-ci atteigne la plus proche entrée de la mine, dans laquelle elle pouvait enfin s'infiltrer. On dit que Lord Rhaine s'était réfugié dans les mines avec près de 300 personnes, hommes, femmes et enfants. Pas un seul n'en ressortit. Tywin fait composer une chanson qui se répand très vite dans les terres de l'Ouest, afin que tout le monde soit bien conscient désormais de ce qu'il en coûtait de se mettre en travers du chemin des Lannister. À peine âgé de 20 ans, Tywin est de nouveau convoqué dans la capitale après le trépas du roi Jaehaerys II, afin d'assister le nouveau suzerain, Aerys II du nom, qui décide assez justement de le nommer comme main du roi, faisant de Tywin la plus jeune main du roi de l'histoire. Mais la manière dont il avait maté les révoltes sur les terres de l'Ouest suffit à le faire craindre ou respecter des autres seigneurs. Par la suite, Tywin est amené à épouser sa cousine, Lady Joanna, déjà présente dans la capitale. Celle-ci lui donne alors 2 beaux enfants, Cersei et Jaime, des jumeaux, en l'an 266. Ce n'est qu'1 an plus tard à peine que le cœur de Lord Tytos finit par éclater alors qu'il gravissait les nombreux escaliers qui allaient le conduire à la chambre de sa maîtresse, et avec lui disparaissait enfin le dernier symbole de la décadence passée des Lannister. Du moins, c'est ce qu'espérait son fils héritier. À 25 ans, Tywin devient sire de Castral Rock, protecteur de Port Lannis et gouverneur de l'Ouest.
La période qui suit cette succession est généralement reconnue comme une ère de paix et de prospérité pour les 7 couronnes. Malheureusement, la folie grandissante du suzerain Targaryen pousse certains seigneurs à la révolte, à commencer par les Arryn, qui sont rapidement rejoints par les Stark, ainsi que par les Baratheons, tandis que la Maison du Dragon est quant à elle rejointe par ses alliés Dorniens et du Bif, tandis que Tywin, de son côté, reste assez curieusement très discret et refuse de prendre un quelconque parti. Sans compter qu'entre-temps, en l'an 273, son épouse décède tragiquement en couche en donnant naissance à son deuxième fils, Tyrion. Malheureusement, celui-ci est difforme, mais son père décide finalement de l'éduquer. Mais à partir de ce jour, toute joie disparaît définitivement du visage du gouverneur de l'Ouest. Plus les semaines passaient, et plus le royaume tout entier semblait se plonger dans la guerre. Lorsque celle-ci éclate enfin et que les premières batailles décisives ont lieu, notamment dans le Trident où le prince héritier Rhaegar est vaincu par Robert Baratheon, Tywin se décide enfin à rassembler ses propres troupes et il les conduit le plus vite possible à Port-Réal, où le roi accepte d'ouvrir les portes de la cité, persuadé que son ancien ami compte bien lui venir en aide. Mais au lieu de cela, les Lannister, conduits notamment par Gregor Clegane, se livrent au pillage de la cité afin de la livrer au grand vainqueur, Robert Baratheon, qui peut alors s'installer sur le trône de fer, sa maison prenant officiellement la place de celle des Targaryens. L'année suivante, la main du roi Jon Arryn recommande à son suzerain d'épouser Lady Cersei Lannister, fille de la plus puissante famille de Westeros, ce qui constituerait à coup sûr un excellent parti pour le nouveau roi, tandis que Sir Jaime Lannister, quant à lui, conserverait son rôle de garde royal malgré le fait qu'il ait assassiné le précédent souverain, qui avait eu comme ultime envie de faire brûler la capitale. Cela fait, Tywin rentre à Castral Rock, tandis que le nouveau roi ne cesse de contracter des dettes astronomiques auprès de lui, ce qui renforce toujours plus la puissance et l'influence des Lions d'Or. Lorsque la rébellion des Greyjoy éclate, notamment suite à l'attaque menée sur la flotte des Lannister, Tywin se joint à l'host commandé par Robert Baratheon et Eddard Stark pour mener un assaut sur les îles de Fer et mettre un terme à la rébellion. Des années plus tard, le royaume est bouleversé par la mort de la main du roi, Jon Arryn, qui, pour beaucoup, était considéré comme le véritable suzerain des 7 couronnes, tant la chose semblait déplaire au seigneur Baratheon. Dès lors, Jaime Lannister est nommé comme nouveau gouverneur de l'Est, certainement grâce à l'influence de Cersei, au grand mécontentement des seigneurs du Val, mais Robert n'en avait que faire. Il s'empresse de son côté d'aller requérir l'aide de son ami Ned Stark, qui accepte difficilement le rôle qui lui est confié. Mais après la visite de la cour royale dans le nord, les Stark sont mis au courant que les Lannister ont fomenté un immense complot et qu'ils seraient notamment responsables de la mort de la précédente main du roi. Cumulé au récent accident ayant gravement blessé le jeune Brandon Stark, Lady Catelyn fait tout son possible pour faire arrêter le nain Tyrion Lannister, qu'elle estime comme étant le responsable des blessures subies par son fils. Celui-ci est dès lors jugé pour son crime dans le Val, mais réchappe de peu à la peine capitale grâce à la victoire de son champion. Et pour couronner le tout, le roi Robert décède à son tour tragiquement suite à un accident de chasse, au moment où sa main fait la découverte de la relation incestueuse de la reine Cersei et de son frère Jaime. Une union interdite qui a certainement permis la naissance des 3 enfants prétendument Baratheon. Tout cela précipite le royaume dans la tourmente et de nombreuses armées sont levées en guise de représailles, alors que Lord Eddard est mis aux arrêts dans la capitale suite aux actions des jumeaux Lannister et que leur fils Joffrey peut dès lors être proclamé roi à son tour et son grand-père Tywin comme étant sa main. Mais la révélation de la probable bâtardise du nouveau roi pousse les petits frères du roi Robert à lever leur propre armée, chacun espérant pouvoir s'asseoir sur le trône de fer. La situation s'envenime plus encore lorsque le roi Joffrey fait exécuter Eddard Stark au lieu de l'envoyer rejoindre la garde de nuit, ce qui réduit à néant tous les efforts du conseil restreint qui visaient à apaiser les tensions. Dès lors, Robb Stark, le fils aîné d'Eddard, est proclamé roi du Nord par ses bannerets et conduit sa propre armée dans le sud afin de réclamer justice. Il parvient même à capturer Jaime Lannister lors de la bataille du Bois au Murmure.
Tywin se voit contraint de mener lui-même ses armées sur le champ de bataille dans l'espoir de libérer son fils, ce qui l'oblige à nommer son autre fils, Tyrion, comme main du roi pour qu'il assiste Joffrey dans sa gouvernance, ce que sa mère, Cersei, ne semble pas être en mesure de faire. Dès son arrivée à la capitale, des tensions éclatent entre lui et sa sœur, celle-ci se mettant régulièrement en travers de son chemin. Mais bien conscient qu'ils ont besoin d'alliés, Tyrion organise un mariage entre la fille de Cersei, Myrcella, et le prince Tristan Martell de Dorne. Alors qu'une nouvelle armée Lannister est en train d'être montée dans les terres de l'Ouest, ceux-ci sont attaqués par surprise par Robb Stark et ses troupes, ce qui contrarie grandement les plans de Tywin, alors que dans le même temps, Renly Baratheon est assassiné et que son frère Stannis peut s'emparer d'une grande partie de ses troupes, à l'exception des Tyrell, qui doivent encore trouver leur place sur l'échiquier du trône. Mais alors que Stannis conduit son armada sur Port-Réal et que tout semble le proclamer vainqueur, ses troupes sont prises par surprise par l'armée de Tywin qui avait fait le choix de faire machine arrière, ainsi que par celle des Tyrell qui se sont finalement ralliés à la couronne suite à la négociation menée par Lord Baelish, qui a proposé l'union de Margaery Tyrell au souverain des 7 couronnes. Le principal danger pour la couronne résidait désormais exclusivement dans le nord, où les armées Stark sont également prises pour cible par les Fernets du roi Balon Greyjoy, qui profitent de l'absence des Nordiens sur leurs terres pour piller leurs forteresses. Sans compter que Robb s'étant également marié entre-temps avec Lady Westrelin au lieu d'épouser l'une des filles de Walder Frey, conformément à l'accord qu'ils avaient pourtant convenu, Tywin profite de cette occasion inespérée pour fomenter un complot en sa compagnie, ainsi que celle de l'ambitieux Roose Bolton, pourtant l'un des principaux sujets du roi du Nord. Dès lors, lorsqu'une cérémonie se tient dans la forteresse des Jumeaux, les Frey révèlent leur trahison et assassinent le roi du Nord, ainsi que ses plus proches amis. Plus aucun des adversaires des Lannister n'est en mesure de leur tenir tête. Sans compter qu'ils ont également pu célébrer le retour de l'aîné, Jaime, bien que celui-ci se soit fait couper sa main d'épée lors de son voyage de retour. Mais c'est loin d'être la seule mauvaise nouvelle qui allait toucher la famille du Lion d'Or, puisque Joffrey est également assassiné lors de ses noces, et que Tyrion est jugé injustement comme coupable de ce crime odieux, ce qui le pousse à réagir et grâce à l'aide de Varys, à prendre la fuite tout en assassinant son paternel au passage, se vengeant ainsi du peu de considération que celui-ci avait pu avoir pour sa personne. Alors qu'elle était au summum de sa puissance, la redoutable famille Lannister venait de s'écrouler. Avec la mort de Tywin, c'était la principale figure d'autorité de Westeros qui venait de disparaître, rabattant dès lors l'ensemble des cartes concernant le trône de fer et les luttes de pouvoir qui allaient émerger. Fort heureusement, l'alliance nouée avec les Tyrell perdure suite au mariage du roi Tommen et de Margaery, tandis que la reine régente Cersei fait de son mieux pour exercer le pouvoir à la place de son fils, tentant de prouver à tous qu'elle est la digne héritière de son père. Malheureusement, suite à ses propres machinations avec la foi militante qu'elle avait tenté d'utiliser pour mener à bien ses basses manœuvres, Cersei se retrouve également prise pour cible et emprisonnée par ces derniers dans une cellule, depuis laquelle elle implore son frère Jaime de venir la défendre. Mais celui-ci préfère brûler la lettre. Le seigneur Kevan Lannister est à même de tenter de réparer les erreurs commises par sa nièce, notamment en réaffirmant le soutien de sa famille à celle des Tyrell, en commençant par nommer Mace Tyrell comme main du roi, avant que Cersei ne soit libérée suite à sa marche d'expiation, qu'elle effectue complètement nue et rasée dans les rues de Port-Réal. Tandis qu'à l'est, Tyrion est envoyé auprès de la jeune Daenerys Targaryen, mais sur sa route, il fait la rencontre d'un certain Jon Connington, ancienne main du roi Aerys II, alors en compagnie d'un jeune homme qui prétend être Aegon Targaryen, le deuxième fils de Rhaegar et d'Elia Martell. La lutte du trône se met alors en branle lorsque le jeune Aegon débarque dans les terres de l'orage avec la Compagnie Dorée et que Varys organise l'assassinat de Kevan Lannister, ce qui devrait à coup sûr perturber le fragile équilibre de la capitale des 7 couronnes. Voilà ce qu'il en est à l'heure actuelle de toute l'histoire de la famille Lannister. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me recommander d'autres idées de personnages ou d'histoires que vous aimeriez que je vous raconte. En attendant, nous on se retrouvera très vite pour explorer d'autres univers.
Sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute, ciao!